Alors, nous nous retrouvons donc pour la dernière vidéo de ce cycle consacré à l'histoire, dans laquelle nous allons parler, entre autres, de ce monsieur Francis Fukuyama, qui est ici représenté, un philosophe contemporain. Le cas est suffisamment rare pour que je vous mette sa photo. Je vous expliquerai dans le détail de qui il s'agit. Voilà, donc nous terminons la deuxième partie sur la notion de sens de l'histoire. S'agit-il d'un dangereux outil logique? Alors, euh, je voudrais ici en fait rebondir dans la réflexion euh, en demandant mais est-ce qu'aujourd'hui, enfin, euh, on a finalement assez facilement accepté l'idée que le sens de l'histoire, c'est une notion qui est très dangereuse, qui pousse aux révolutions et aux crimes. Et voilà, il semble qu'aujourd'hui, finalement, il y a un consensus pour dire, voilà, cette idée de vouloir révolutionner l'histoire, révolutionner l'homme, a fait couler tellement de sang, gardons-nous bien de rêver à un autre monde, hein, et contentons-nous d'accepter celui qui existe déjà. Et donc d'accepter finalement l'organisation du libéralisme, enfin la logique libérale, hein, qui effectivement a triomphé des dictatures communistes. En fait, moi personnellement, cette lecture de l'histoire me semble très gênante et notamment assez malhonnête par rapport justement à la notion de sens de l'histoire. Est-ce que vraiment on peut dire qu'on a abandonné cette histoire, cette notion de sens de l'histoire et que cela nous a rendus finalement plus intelligents, meilleurs, plus vertueux, plus raisonnables et plus sages? Je ne crois pas du tout. Et je crois au contraire que abandonner la notion de sens de l'histoire, ça n'est pas du tout échapper à l'idéologie, que l'idéologie existe toujours, et même finalement la notion de sens de l'histoire est toujours présente finalement dans la lecture que je viens de citer, hein, qui prétend s'en être débarrassé. Alors, je commencerai par questionner un peu la notion de neutralité axiologique. Alors, la neutralité axiologique, c'est peut-être quelque chose que vous avez étudié en sociologie, puisque c'est une expression qui remonte à Max Weber et qui dit grossièrement que l'observateur des faits doit supprimer en fait ses propres jugements de valeur pour décrire les faits convenablement. Alors c'est là un devoir qui s'impose aux sociologues, mais on pourrait ajouter que c'est également un devoir qui peut sembler s'imposer à l'historien, hein, c'est-à-dire supprimer ses propres jugements de valeur pour éviter de tomber dans l'idéologie, c'est-à-dire éviter de faire en sorte que les opinions politiques du chercheur ne prennent le pas sur la description des faits. Autrement dit, ce concept de neutralité axiologique tend à imposer une barrière assez solide entre faits et jugement, hein, en expliquant que voilà, il faut s'en tenir aux faits sans contaminer le fait par des opinions personnelles. Bon, ce qui semble être effectivement du bon sens. Mais personnellement, je crois qu'il y a peut-être, c'est peut-être un petit peu excessif de croire, ou peut-être un peu naïf de croire qu'on peut se débarrasser de ses opinions personnelles, ou du moins de ses jugements, on va dire, pour établir des faits qui soient parfaitement neutres, hein. Je ne suis pas sûr que la neutralité soit quelque chose qui existe véritablement, et ni quelque chose qui soit indispensable à l'établissement des faits historiques, loin de là. Et je crois que cette notion de neutralité axiologique est devenue en fait un peu un postulat de méthode, un postulat méthodologique pour écrire l'histoire aujourd'hui, pour interpréter la marche du monde et l'économie également. Euh, mais en fait, voilà, la question que je veux poser, c'est est-ce que cette neutralité axiologique n'est pas une autre forme d'idéologie, hein? C'est en tout cas l'idée que j'emprunterais à Jean-Claude Michéa, hein, qui estime pour sa part que la modernité s'est construite euh, à travers ce concept de neutralité axiologique, c'est-à-dire à travers l'idée qu'il fallait renoncer progressivement à l'idéologie pour pouvoir vivre raisonnablement ensemble. L'idéologie a produit les camps de concentration, a produit le goulag, a produit des dictatures épouvantables, etc. Donc en fait, essayons d'organiser la vie des hommes en société sans idéologie, sans grand idéal philosophique, car c'est là
idée trop dangereuse, et si nous allons nous risquer à croire dans l'histoire avec sa grande H, eh bien on finira par patauger dans le sang, quoi, hein, comme finalement nous l'a montré l'expérience communiste. Donc, si vous voulez, cette histoire, ce concept de neutralité axiologique a pris un nouveau sens, en fait, après 1989, hein, c'est-à-dire qu'après 1989, après l'effondrement du mur de Berlin, après, enfin, les années 90, quoi, l'effondrement du bloc soviétique, enfin du monde soviétique, on peut se dire, voilà, finalement, les idéologies ont échoué, elles ont occasionné tellement de morts, de souffrances, de destruction, réjouissons-nous, et maintenant que nous avons été immunisés contre l'idéologie, maintenant que nous avons été libérés de l'idéologie, eh bien, on va pouvoir, en fait, construire l'histoire raisonnablement, quoi, c'est-à-dire en nous occupant plus que de la marche des affaires. Et quelque part, en fait, vous voyez, là, le raisonnement grossier que je viens de faire constitue en fait une des bases de l'idéologie libérale. C'est-à-dire, une des bases de l'idéologie libérale consiste à dire qu'il ne faut pas questionner le libéralisme, parce que le libéralisme ne serait pas une idéologie, ce serait au contraire la solution aux idéologies. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir en fait transformer le monde, on se contente d'accepter le monde tel qu'il est, de renoncer complètement à tout idéal philosophique qui risquerait d'être meurtrier, et on va simplement être pragmatique, quoi. On va s'occuper des affaires, on va gérer l'économie, hein. Et ce qui veut dire en fait que dans ce cas-là, le rôle du politique, c'est simplement d'installer quelques barrières et quelques garde-fous, pardon, à la marge des affaires économiques, mais surtout pas d'imprimer en fait sa volonté sur la marge des affaires. Ce qui revient à dire, finalement, laisser faire, hein, autrement dit, la maxime du libéralisme même, hein. L'État se contente d'être plus qu'un vague gendarme de se refuse absolument à essayer d'imposer une certaine vision de la société, une certaine philosophie de l'homme ou de l'histoire, hein, qui risquerait d'avoir des conséquences désastreuses, sanglantes, sanguinaires, etc., etc. Alors, il me semble que précisément, quand on dit cela, on est au cœur de l'idéologie, hein. Et je n'en donnerai qu'un exemple, qu'un argument. Tina, rien à voir avec Dylan tout à l'heure. Tina, there is no alternative. Citation célèbre de Margaret Thatcher. There is no alternative. C'est ah oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait? There is no alternative, c'est une parole que Thatcher a martelée maintes et maintes fois à la Chambre des communes en Grande-Bretagne, tant qu'elle Premier ministre, et qu'elle a imposé finalement une politique libérale de destruction complète des services de l'État, des, voilà, there is no alternative. Une destruction progressive, une destruction programmée en fait de l'État-providence, hein, par souci donc de hâter, par idéologie libérale. À la même époque où Ronald Reagan promouvait également ce qu'on a appelé depuis le néolibéralisme dans les années 80 aux États-Unis. C'est-à-dire que there is no alternative. En fait, c'est exactement une formule qu'aurait pu donner Simon de Montfort, enfin dans un autre contexte. There is no alternative, c'est pour dire, voilà, il n'y a pas d'autre politique faisable que les politiques libérales, il faut privatiser les services publics, il faut privatiser les entreprises d'État, il faut de moins en moins de législation sur le travail, de protection sociale, d'État-providence, etc. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et on n'a jamais le choix, en fait, dans le discours libéral, il n'y a aucun choix qui existe, puisque, voilà, c'est comme ça, c'est la marche du monde, il faut être raisonnable, il ne faut pas entraver les affaires, il faut, bon. Et vous voyez, en fait, c'est un argument idéologique et c'est un argument finalement de téléologie historique. Et il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Cela veut dire il y a un sens de l'histoire, il y a un progrès de l'histoire et on ne peut pas s'y opposer. Donc finalement, vous voyez, ce discours qui invite à renoncer au sens de l'histoire pour renoncer à l'idéologie, en fait, c'est un discours idéologique et c'est un discours, on va dire, crypto-téléologique. Enfin, je veux dire, un discours qui, en douce, repose, en fait, ma phrase n'est pas très... C'est un discours en fait qui repose sur la notion de sens de l'histoire et qui en fait la promotion tout en faisant mine
de la supprimer. Voilà, c'est ça un peu la ruse de l'idéologie, c'est de faire croire qu'elle n'est pas idéologique. L'idéologie n'est jamais idéologique, hein. Et en fait, je crois qu'ici, Francis Fukuyama est beaucoup plus honnête que, par exemple, les idéologues du libéralisme, enfin d'autres idéologues du libéralisme ou d'autres acteurs du libéralisme. Alors Francis Fukuyama, donc c'est lui dont je vous ai présenté un peu rapidement une photo tout à l'heure. C'est un philosophe contemporain, il est encore en vie, il doit avoir 70 ans peut-être, c'est un philosophe qui a été également un homme politique de premier plan, enfin plus exactement un conseiller politique des présidents Bush et Clinton. En fait, c'est un universitaire américain. Il est spécialiste de philosophie politique et il a écrit en 1989, un livre qui s'appelle La fin de l'histoire. Enfin, non, pardon, il a écrit, excusez-moi, un article qui s'appelle La fin de l'histoire. Cet article est devenu ensuite un livre quelques années plus tard, c'est-à-dire après l'effondrement du bloc soviétique. L'idée de Fukuyama, c'est que euh, le monde qu'il a sous les yeux lui donne l'impression d'être le point d'aboutissement de l'histoire, du processus historique tel que le décrit Hegel. D'ailleurs, c'est à Hegel qu'il emprunte cette expression de fin de l'histoire, hein. Et Fukuyama a l'impression que le monde qu'il a sous les yeux est en train d'aboutir à la finalité de l'histoire, c'est-à-dire qu'on atteint le but de l'histoire, c'est l'établissement de démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il voit autour de lui le monde soviétique s'effondrer, le monde des dictatures, des goulags, des camps de concentration et de travail, le système concentrationnaire et pénitentiaire soviétique, hein. Et il semble que finalement le dernier modèle du coup qui reste en lice, qui reste disponible, ce soit la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'en 1989, il fait partie de ceux qui se disent voilà, c'est l'histoire a donné raison à la démocratie américaine, l'histoire a donné raison au bloc occidental, l'histoire a donné raison finalement au libéralisme. Et ce sentiment qu'il partage avec les acteurs, la plupart des acteurs occidentaux de l'époque, hein, il en a fait une théorie dans son livre La fin de l'histoire, à laquelle il estime finalement que c'est le sens de l'histoire, c'est le progrès de l'histoire face auquel on ne peut rien faire, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a là une téléologie historique qui est finalement beaucoup plus honnête ou peut-être plus naïve que celle que Madame Thatcher employait, sans le dire, hein. Mais en fin de compte, ça reste toujours et encore la même croyance dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la téléologie historique de Fukuyama, c'est la main invisible de Smith qui revient. Je veux dire que l'idée de Fukuyama, c'est que grâce au commerce, en fait, on va encourager les pays, grâce à la passation d'accords internationaux de commerce, de libre-échange, hein, on va encourager la plupart des pays à entrer dans le jeu du commerce mondialisé, et par là même, en fait, la plupart des pays vont être amenés à renoncer à la dictature, au pouvoir par la violence, etc., au pouvoir policier, pour en fait adopter des standards beaucoup plus proches des démocraties occidentales, et pour pouvoir en fait s'insérer dans le marché international, dans le libre-échange. C'est-à-dire qu'en fait, les pays soviétiques se sont effondrés pour des raisons économiques. Donc maintenant, en fait, chacun voit bien que le modèle autoritaire communiste est une ruine économique. Ça ne marche pas, c'est un échec total. Donc, les pays vont vouloir s'intégrer dans les échanges internationaux, dans la mondialisation, voilà. Et pour cela, en fait, les pays vont bien devoir en fait adopter des politiques et des constitutions raisonnables, c'est-à-dire en fait des démocraties, quoi, hein. Les démocraties parlent ensemble. Bon. Et donc lui, auprès du président Clinton et auprès du président Bush, il a œuvré pour des accords de libre-échange avec différentes parties du monde, hein. Mais je vous disais, d'une certaine façon, c'est la main invisible de Smith. C'est-à-dire que, vous savez, Adam Smith,
Dans La richesse des nations, en 1776, Adam Smith décrivait en fait le marché comme un affrontement de multiples égoïsmes, mais qui finissent par s'autoréguler. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait imaginer que si chacun ne cherche que son intérêt, puisque d'après Smith, c'est l'unique moteur des affaires humaines, hein, chacun cherche son intérêt égoïste, si chacun cherche son intérêt, en fait, l'affrontement, l'antagonisme des intérêts pourrait amener à en fait une ruine fatale, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous en fait sous une autre forme. Et d'après Smith, en fait, cela n'arrive pas, hein, parce qu'il doit y avoir comme une main invisible qui, en fait, coordonne les intérêts entre eux et empêche que ceux-ci ne deviennent destructeurs. Cette main invisible, celle qui fait que, on espère, voilà, que la bourse en fait ne connaisse pas de krach, d'effondrement, etc. Cette main invisible, c'est la providence divine, hein. C'est-à-dire que Smith est un chrétien peu miraculeuse, un peu mystérieuse. Bon, sauf que dans les faits, en fait, cette fameuse main invisible n'empêche absolument pas les krachs boursiers, la spéculation financière, les effets désastreux, en fait, de la concurrence des égoïsmes, hein. Et cette main invisible, au nom de laquelle les idéologues libéraux demandent de renoncer à l'État, demandent aux États de renoncer à leur rôle de régulateur, hein, cette main invisible, en fin de compte, c'est bien encore et toujours la croyance dans c'est donc dans un certain sens de l'histoire. Et donc, en fait, pour conclure, il me semble que tant que la notion de sens de l'histoire sera prise comme une excuse ou comme la raison, comme dit Thatcher, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire comme en fait, voilà, l'argument dernier, l'argument qui a le dernier mot, hein, tant que le sens de l'histoire est pris dans ce sens-là, c'est un concept et de le mettre aux mains des théologiens qui commandent les croisades, qu'il s'agisse de le mettre aux mains de révolutionnaires soviétiques qui commandent la déportation, ou qu'il s'agisse de le mettre aux mains d'idéologues libéraux qui expliquent au peuple qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on n'a pas le choix. Dans tous les cas, je crois que ce concept a toujours pour point commun de retirer aux hommes la responsabilité de leur action. Et c'est cela qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, hein, mais tant que l'on se souvient que ce sont les hommes qui sont responsables de leurs actions et que rien ne peut excuser les actions criminelles ou rien ne peut excuser, je sais pas moi, la désorganisation volontaire des services de l'État qui conduisent à des crises sanitaires, par exemple. Je prends un exemple au hasard. Voilà, cette croyance demeure enfin peut aider les hommes à progresser, parce que si on ne croit pas du tout dans le progrès humain, il n'y a aucune chance qu'on parvienne à faire progresser l'humanité, hein. Mais à condition de toujours se souvenir que la croyance dans le sens de l'histoire ne doit pas déresponsabiliser les hommes, ne doit pas supprimer la responsabilité des hommes sur leur propre histoire. Voilà. C'était là le point auquel je voulais parvenir. Ce cours est terminé. Je vous remercie de la bientôt pour une prochaine série.